Il a fait ses gammes à l'UMP et dans des cabinets ministériels avant de rejoindre le Rassemblement national. Mon invité était l'un des porte-parole de Marine Le Pen pendant la dernière présidentielle. Il est aujourd'hui député des Bouches-du-Rhône. Bonjour Franck Alizio. Bonjour. Alors vous avez pris votre carte à l'UMP très tôt, à l'âge de 23 ou 24 ans je crois. J'ai lu que c'était pour pouvoir voter pour Nicolas Sarkozy pour la présidence de l'UMP en 2004. C'est lui, Nicolas Sarkozy, qui a porté vos premiers rêves politiques? Oui. Alors la politique, c'est un virus qu'on attrape tôt, donc je l'ai attrapé, j'avais 14 ans, mais au début c'était les idées, c'était lire, c'était voilà, quand on est passionné d'histoire, on finit toujours par être passionné de politique. Le grand enjeu pour ma génération à l'époque, c'était Nicolas Sarkozy, parce que la droite molle, techno-centriste de Juppé, ça ne passionnait personne, ça donnait envie à personne d'y aller, et là Sarko, c'était l'occasion donc pour toute une génération, on était les bébés Sarko, la génération Sarko, voilà, et ça a été quelque chose de voilà, toute la campagne présidentielle et tout, ça a été une véritable épopée pour nous. Alors vous commencez comme ça, vous êtes une des petites mains de la campagne présidentielle de 2007. Après la victoire de Nicolas Sarkozy, vous travaillez dans plusieurs cabinets ministériels au service de Roger Karoutchi d'abord, puis de Pierre Lellouche. Quel a été votre rôle à leur côté? Presse et communication. J'étais le conseiller presse et communication des deux ministres, donc Roger Karoutchi aux relations avec le Parlement, et ensuite Pierre Lellouche, c'était les affaires européennes, puis le commerce extérieur. Les deux écoles, j'ai envie de dire, sont très importantes. L'école du parti, en l'occurrence à l'époque c'était les jeunes pop, les jeunes de l'UMP, et de l'autre côté le cabinet ministériel où là c'est un job, on est un job, c'est professionnel. Ils sont parfaitement complémentaires, ils permettent d'apprendre plein de choses. Vous parlez de l'école du parti puisque vous devenez président des jeunes actifs de l'UMP. Jean-François Copé vous nomme secrétaire national à la réforme des institutions et vous essayez de créer plus tard ce courant Demain la droite au sein de l'UMP. C'était quoi l'objectif de ce courant à l'époque? C'était de dépoussiérer, de rassembler toute une génération, les trentenaires, ceux qui arrivaient dans la vie politique et qui n'avaient pas forcément leur place et qui voulaient dépoussiérer la droite. On était après la défaite de 2012, il fallait tourner beaucoup de pages et en même temps faire vivre ces idées de droite populaire qui ont toujours été les miennes, qui sont toujours les miennes d'ailleurs, le patriotisme, l'autorité, la méritocratie. Ça répondait aussi à une volonté de déverrouiller ce parti que vous trouviez trop fermé à votre génération? Le parti, il y avait beaucoup d'interdits, il y avait beaucoup de non-dits à l'époque dans le parti. Alors il y a eu la période Jean-François Copé avec la droite décomplexée, qui pour le coup ouvrait les portes et les fenêtres et s'assumait de droite, mais ça n'a pas duré longtemps. Et finalement, vous n'y trouvez pas votre compte puisqu'à l'été 2015, vous rejoignez le Front National. Pourquoi ce choix à ce moment-là? Parce que chez nos électeurs, il y avait une envie d'être plus clairement à droite, de réagir par rapport à des sujets qui touchaient au quotidien, la sécurité, l'immigration, l'explosion de la fiscalité. Et face à ça, à chaque fois, nos dirigeants étaient timorés. À l'UMP, il y avait déjà le fameux en même temps. Il fallait toujours, faire la part, faire un compromis permanent entre l'aile centriste et l'aile bien à droite. Et bien, à un moment donné, on en a été beaucoup, et d'ailleurs, surtout chez nos électeurs, à se dire ce compromis il n'est pas possible, il n'est pas utile, il est même toxique. Donc j'ai fait un choix en septembre 2015 que vous savez. J'entends le constat de fond. Est-ce qu'il y avait aussi une dimension d'ambition personnelle, politique, ce qui n'est pas honteux? Je vous pose la question parce qu'à l'époque, en 2015, vous aviez déclaré ceci. Je ne pouvais pas attendre éternellement, donc à l'UMP. Pendant 12 ans, j'ai attendu sagement comme un petit soldat et puis des jeunes responsables dans un parti. Ça se traite. Vous aviez l'impression d'être bloqué et vous vouliez aller plus loin. C'est aussi ce qui explique votre changement de parti à ce moment-là? La politique, c'est de l'humain. Donc, en effet, il faut traiter les gens. Enfin, c'est ce que je fais moi en tant que responsable aujourd'hui dans ma fédération. De partout, il faut traiter et l'ambition. Vous avez raison, ce n'est pas un défaut, c'est une qualité. Il en reste que lorsque je quitte en septembre 2015 ma famille politique, je fais tout sauf un choix d'opportunité et d'ambition. Parce que si vous vous souvenez bien, en septembre 2015, la grande question dans les sondages, chez les commentateurs politiques, enfin dans tout le monde politique, dans toute la France, c'est de savoir si le prochain président de la République s'appellerait Alain Juppé ou Nicolas Sarkozy.
Alors, François Fillon n'était pas encore dans la course, Emmanuel Macron n'existait pas encore, et François Hollande était carbonisé. Donc je quitte une famille politique qui a toutes les chances de revenir aux affaires 2 ans après. Donc normalement, j'aurais dû y rester si j'avais fait un choix d'opportunité. Donc non, pour le coup, c'est un choix de conviction et de cohérence par rapport à tout ce que je voyais, tout ce que je constatais, tout ce que je ressentais depuis des années. Alors vous avez rejoint le Rassemblement national en même temps qu'un responsable UMP des Alpes-Maritimes, Olivier Bettati. Marion Maréchal vous a immédiatement accueilli sur sa liste au régional. On va revoir comment elle évoquait votre ralliement à l'époque. Ça participe quand même d'une façon de décomplexer l'électorat, de gens qui sont un peu sur la tangente, qui se posent des questions, qui se reconnaissent dans ces parcours, qui finalement se disent bon bah voilà, cette fois maintenant c'est bon, j'en ai marre, je fais comme eux, je franchis le pas. Bon, finalement, elle le dit assez clairement, vous avez en quelque sorte servi de produit d'appel politique. On a l'impression qu'elle vous a utilisé dans une sorte d'opération de marketing politique, non ? Oh non, sinon je ne serais pas encore là et j'aurais pas eu le parcours que j'ai, je pense. Non, pour moi, c'était continuer. Enfin, c'était rester fidèle à mes convictions en changeant de parti. Mais c'est mon parti qui avait trahi ses convictions. Alors, vous n'avez pas suivi Marion Maréchal-Le Pen quand elle a rejoint plus tard Éric Zemmour pour continuer ce combat de l'union des droites. Pourtant, cette idée de rapprochement des droites, c'est aussi votre combat à vous. Pourquoi ne pas l'avoir suivi à ce moment-là ? Parce que moi, je suis à l'aise au Rassemblement national, je l'étais à l'époque, parce que j'ai une fidélité personnelle aussi à Marine Le Pen, ça s'est construit dans le temps, j'ai été son conseiller, j'ai été son porte-parole, vous l'avez dit, je crois en Marine Le Pen, je crois en la personne, et au moment où ça se fait, alors Marion, vous faites un raccourci, parce que Marion a d'abord quitté la politique, a d'abord quitté le Rassemblement national, puis après s'est réengagée chez Éric Zemmour. Moi, je ne comprenais pas la logique. Il y avait une candidate qui pouvait devenir président de la République, qui pouvait porter nos idées jusqu'à l'Élysée, qui était largement en tête, qui avait une assise populaire. C'était non seulement logique, mais c'était aussi mon devoir de la porter jusqu'à la victoire. Et d'ailleurs, enfin, s'il n'y a pas eu victoire à la présidentielle, elle n'est que différée, car il y a eu une large victoire aux législatives en passant de 6 députés à 89. Alors, début 2024, vous avez ressuscité le RPR, le parti de la droite gaulliste, pour en devenir le président. Comment est-ce que vous avez réalisé ce tour de passe-passe, ressusciter le RPR ? Oh, c'est pas un tour de passe-passe, c'est quelque chose, encore une fois, de très simple et très sain quelque part. C'est de ne pas laisser la vieille maison familiale, la maison natale, en ruine, tomber en ruine, voilà. On est beaucoup au Rassemblement national aujourd'hui, y compris dans les députés, probablement plus d'une vingtaine, à avoir commencé notre parcours au RPR, voilà. À être fidèle depuis le début et tout au long de notre parcours à ces valeurs dont je vous parlais tout à l'heure, l'autorité, le patriotisme, la méritocratie, des valeurs de droite populaire. Mais vous savez, De Gaulle, comme tous les dirigeants de la droite, entre guillemets, ne sont jamais revendiqués de droite. Voilà. En cela, Marine Le Pen, d'ailleurs, est une gaulo-bonapartiste, c'est-à-dire qu'elle est fidèle à cette tradition. La France, c'est plus que la droite et la gauche. Et ces idées aujourd'hui du RPR, elles sont également au Rassemblement national. Elles sont défendues par le Rassemblement national. Donc on a ressuscité le RPR pour en faire un allié. C'est un mouvement, c'est quelque chose de tout à fait d'accord quand même. Bah, Jacques Chirac était d'accord en 1986. Vous savez, quand ma région, Provence-Alpes-Côte d'Azur, a été co-dirigée par le RPR, l'UDF et le Front National sous Jean-Claude Gaudin. Donc lorsqu'il a fallu faire barrage à la gauche, le Front National, le RPR de Jacques Chirac et l'UDF ont été d'accord pour sauver la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Donc tout cela est très... voilà, c'est des images d'Épinal. Tout est beaucoup plus compliqué. Et moi, je préfère être fidèle à des convictions et des hommes et des femmes en lesquels je crois. Ah, je voudrais qu'on revienne sur votre rôle au sein du Rassemblement national. Renaud Labbé, qui est un proche conseiller de Marine Le Pen, dit de vous, il a le genre de profil qui manquait au FN, qui ont déjà travaillé avec des gens à responsabilité. On n'est pas obligé de lui refaire 10 fois les notes de synthèse. Ça, c'est votre expérience des cabinets ministériels qui vous a aidé. Vous avez contribué à professionnaliser le Rassemblement national ? Probablement, mais j'ai pas été le seul. Moi, depuis le début, oui, j'ai un savoir-faire. J'ai acquis un savoir-faire du fait de mon parcours professionnel. Ce savoir-faire, je l'ai toujours mis au service de mes idées, toujours mis au service des gens
aux côtés desquels je l'étais. Toute cette passion pour les idées, cette passion de transmettre, cette passion de convaincre. Oui, je prends plaisir et j'ai pris plaisir à travailler avec Marine en faisant des notes, en préparant les émissions, enfin, en contribuant au projet présidentiel. Voilà, justement, vous avez fait partie de l'équipe de campagne de Marine Le Pen lors de la dernière présidentielle. Quel a été exactement votre rôle ? Alors, j'étais le responsable du pôle argumentaire. En gros, je rédigeais, je contribuais au programme, je rédigeais toutes les notes nécessaires en fonction de l'actualité, en fonction de notre projet, de l'actualité, pour faire à la fois un compromis entre la communication, parce qu'il faut transmettre ces idées, c'est la base de la politique, ou même au sens du terme, et en même temps, il faut être technique. Eh bien, j'essayais de faire un équilibre entre la technicité et la vulgarisation, c'est-à-dire faire passer nos idées à tout le monde, y compris à ceux qui ne mangent pas de la politique matin, midi et soir. Je vous propose de passer à notre quiz. Pour finir cette émission, je vous demande de compléter les phrases qui suivent. Un bon spin doctor doit d'abord... Un spectacle qui compte vraiment. Faire de quelque chose de complexe, quelque chose de simple. Voilà. Pour moi, l'intelligence, c'est passer du complexe au simple. Voilà. Devenir maire de Marseille, Franck Alizio, c'est quelque chose qui vous trotte dans la tête ? C'est quelque chose qui me trotte dans la tête parce que je suis Marseillais, parce que j'aime ma ville, parce que je vois dans l'état dans lequel elle est, et parce que à chaque fois que je rencontre, que je suis au contact des Marseillais, c'est-à-dire au quotidien, je vois qu'on a envie collectivement de faire quelque chose pour définitivement tourner la page. Ça, les Marseillais l'ont fait tout seuls avec le macronisme, puisqu'il n'y a plus un seul député macroniste dans les Bouches-du-Rhône, et tourner la page aujourd'hui de cette gauche qui fait beaucoup de mal à Marseille. Donc c'est votre relation avec votre ville natale, la ville dans laquelle vous avez grandi, dans laquelle vous vivez, c'est tripal, voilà. Donc oui, évidemment, maintenant, on en saura plus dans quelques semaines. Allez, pour finir, parmi les députés, j'imagine bien rejoindre le RPR. Qui pourrait rejoindre le RPR parmi les députés, parmi vos collègues ? Oh, vous savez, le RPR, c'est une maison commune. Le RPR, on a voté en bureau politique au Rassemblement national il y a 15 jours, 3 semaines, la double appartenance. Donc vous pouvez venir au RPR, tout en restant LR, tout en restant Reconquête, tout en restant UDR, tout en restant RN. C'est la maison de l'union. C'est la maison où il y a de l'affect, il y a des idées, et il y a une volonté, c'est puisqu'on partage beaucoup de choses ensemble, autant faire un bout de chemin ensemble, y compris des indépendants. D'ailleurs, le coprésident du RPR, c'est le maire de Marignane, il n'a aucune étiquette politique. Et gagner ensemble, et faire gagner le pays ensemble. Donc, encore beaucoup de députés, certains députés y sont déjà avec moi, et beaucoup de députés peuvent le rejoindre. Encore une fois, il n'y a pas d'exclusif au RPR. Tout le monde est le bienvenu, à condition de partager cet amour de la France, cet amour de nos valeurs. Merci Franck Alizio d'être venu dans La Politique. Merci à vous.